Oui, bonjour Nicole Franquiel, je suis coordinatrice à l'UCOG et donc je prends la suite sur une partie plus clinique. Donc voilà. Tout d'abord, nous allons aborder les spécificités de la recherche pour les seniors. En effet, déjà, il y a peu de patients qui sont inclus dans les études cliniques. En effet, seulement 5 à 10%. Et au sein de ces patients, il n'y a que très peu de seniors, comme on peut le constater sur ce schéma. Si on prend l'encadré là qui est en pointillé, qui correspond aux usagers, c'est-à-dire les patients qui ont un cancer, et que l'on regarde la population qui est incluse dans les essais, c'est le petit encadré entouré par du vert, on voit que essentiellement ce sont des personnes de moins de 65 ans qui sont incluses dans les essais cliniques. Ensuite, une deuxième spécificité de la recherche pour les seniors, c'est que les attentes ne sont pas les mêmes que pour des sujets plus jeunes. Ainsi, la qualité de vie peut être un critère plus important que la prolongation de la survie elle-même. Une troisième spécificité est que les seniors rentrant dans les études sont souvent très sélectionnés. Ainsi, les conclusions de ces études ne sont pas toujours transposables dans la vraie vie. Pour aider à la réalisation de toutes ces études, on peut compter sur le soutien d'organismes nationaux, soit généralistes sur le cancer comme l'ARC, soit plus spécialisés dans l'oncogériatrie, type Dialogue, groupe Géricault ou PACANLIC. Donc, on peut noter deux types d'essais médicamenteux. Tout d'abord, les essais qui concernent l'obtention d'AMM, c'est-à-dire d'autorisation de mise sur le marché pour de nouvelles drogues anticancéreuses, mais pour lesquelles il n'y a pas d'étude de tolérance chez la personne âgée ciblée. Et puis, un deuxième type d'essai, ce sont les essais thérapeutiques dans lesquels les personnes âgées sont insuffisamment représentées et qui nécessiteraient des études dédiées. Sur le schéma à côté, par exemple, si on prend le cancer de prostate, donc les cancers de prostate, c'est en gros 50 000 cas par an en France, et il y a un tiers de ces cas qui surviennent chez les gens de moins de 65 ans, un tiers dans la tranche d'âge 65-74 ans et un tiers chez les sujets de plus de 75 ans. Et on voit, par exemple, si on prend là le cabitaxel pour la prostate, qui est donc une chimiothérapie, eh bien, dans l'inclusion dans ce protocole, on va avoir essentiellement des personnes de moins de 75 ans, donc en gros 36% de gens de moins de 65 ans, à peu près 50% dans la tranche d'âge 65-74 ans, et puis un peu moins de 20% dans la tranche d'âge des plus de 75 ans, alors que, je vous le disais tout à l'heure, cette population représente 33%, enfin, les cancers de prostate, c'est chez 33% ont plus de 75 ans. Bon, c'est vrai que c'est de la chimiothérapie, donc spontanément, on va privilégier d'autres traitements type hormonothérapie pour les cancers de la prostate chez les personnes plus âgées. Et c'est ce qu'on voit sur la dernière colonne, la biratérone, où là, pareil, on a la moitié des patients qui sont inclus et qui sont dans la tranche d'âge 65-74 ans, alors qu'on n'a pas, on retrouve pas la population générale de cancer de prostate chez les plus de 75 ans, puisque là, on a moins de 25% des gens qui sont inclus. Par contre, on a moins de problèmes, enfin, les personnes âgées vont être incluses de façon plus facile
dans les études de soins courants, de sciences humaines et sciences sociales, et donc tout ce qui est qualité de vie, qui, comme je l'ai dit, intéressait plus particulièrement les personnes âgées. Donc, pour revenir à ces essais cliniques, des petits rappels de chiffres. 60% des cancers touchent des personnes de plus de 65 ans, alors que les plus de 65 ans ne représentent que 23% de la population générale. Et par contre, seulement 33% des patients inclus dans les essais médicamenteux ont donc plus de 65 ans. Tout ceci a comme conséquence qu'il est difficile de généraliser les résultats de ces études à tout l'ensemble de la population âgée. Et notamment la toxicité est mal évaluée dans cette population, d'autant plus qu'à toxicité équivalente, les conséquences de cette toxicité vont avoir des conséquences bien plus importantes chez une personne âgée que chez quelqu'un de plus jeune. Par exemple, si on prend quelque chose de malheureusement banal, qui est par exemple les vomissements ou les problèmes de diarrhée, eh bien chez une personne âgée, il va y avoir tout de suite plus rapidement une déshydratation, éventuellement une aggravation d'une insuffisance rénale, et donc des conséquences plus importantes et des décompensations de maladies sous-jacentes du fait des comorbidités de la personne âgée. L'autre chose, c'est que l'efficacité qui est évaluée avec la rémission et l'allongement de survie n'est pas toujours transposable à la population plus jeune. Alors, pourquoi les seniors sont sous-représentés dans les essais cliniques? Eh bien, tout d'abord, parce qu'il y a des critères d'éligibilité qui sont restrictifs. Bon, l'âge, mais aussi indirect, le performance status, c'est-à-dire l'état général, savoir comment les gens sont, si ils sont alités ou si ils gardent une activité physique tout à fait normale. Et ensuite, on peut avoir des critères d'exclusion dans les protocoles liés aux comorbidités qui altèrent la survie globale et qui vont faire que ces patients ne vont pas pouvoir être inclus dans les essais cliniques. Il faut en général avoir une fonction rénale tout à fait préservée pour pouvoir être inclus dans ces essais. Une autre raison de sous-inclusion dans les essais cliniques, c'est lorsque les centres investigateurs sont éloignés du domicile et souvent les promoteurs des études imposent que les traitements soient réalisés dans le centre investigateur. Et donc, il va falloir faire des allers-retours qui sont toujours fatigants dans ce contexte de maladie. Après, on peut avoir la frilosité des médecins qui ne vont pas oser inclure les patients en se disant que bon, ça va les fatiguer, enfin bon, on va avoir quelques craintes à l'inclusion. Et si on prend cette étude, on va détailler les raisons. Donc là, on avait une étude où il y avait 577 patients qui avaient plus de 65 ans et qui avaient un cancer du côlon. Donc, c'est une étude où, en fait, il n'y avait pas d'essai thérapeutique pour 103 personnes. Donc, on passait déjà à 474 patients qui auraient pu être inclus dans un essai thérapeutique. Et pour des raisons variées, enfin, il y en avait qui n'étaient pas éligibles, qui ne pouvaient donc pas rentrer dans le protocole. Donc, ça en faisait déjà encore 347 en moins. Après, et c'est là où on a
intervient la frilosité des médecins, hein, qui trouvaient que bon, le patient était peut-être trop fatigué, enfin, ou parce que le médecin n'avait pas le temps de s'occuper de l'inclusion. Donc là encore, on perdait des patients. Et ensuite, le dernier rempart, c'était bien évidemment, on laisse le choix aux patients et eh bien, il y a des patients qui ont refusé. Donc, il y avait encore 11 patients qui refusaient. Donc, de 577 patients, on arrivait à ce qu'il n'y en avait que 70 qui pouvaient être inclus dans l'étude. Donc, les patients âgés sont souvent non éligibles aux études, mais aussi quand ils le sont, eh bien, on va moins leur proposer de rentrer dans une étude. La frilosité des patients, ben, en fait, c'est pas exact. Hein. Donc là, c'est un sondage qui avait été fait pour savoir si les patients voulaient rentrer dans une étude et on leur posait donc quelques questions. Est-ce que vous êtes disposé à rentrer dans l'étude pour prévenir ou dépister un cancer? Est-ce que vous seriez disposé à participer à une étude comparant un nouveau médicament anticancéreux à un médicament existant? Ou encore, est-ce que vous seriez disposé de participer à une étude évaluant un tout nouveau médicament? Et ça, on demandait ça et on regardait les résultats en fonction de l'âge, de l'état de santé et de l'état du patient, s'il avait eu ou s'il avait un cancer. Et on se rend compte que l'intention de participer à une étude en lien avec le cancer n'est pas influencée par l'âge ni par l'état de santé. Par contre, le fait d'avoir un cancer incite davantage à vouloir participer à une étude de prévention ou de dépistage du cancer. C'est des gens qui sont donc sensibilisés au cancer et qui sont partie prenante. Une deuxième particularité de la recherche chez les seniors, c'est que les objectifs des études ne sont pas les mêmes en fonction des patients âgés et des patients jeunes. En effet, un patient jeune, son objectif, ça va être d'assurer ses obligations sociales et familiales, d'assurer la vie de sa famille et d'allonger la durée de vie. Alors que le patient âgé, ça va être sa qualité de vie, rester à la maison, essayer d'être indépendant le plus longtemps possible. Bien évidemment, si on peut allonger sa durée de vie, c'est mieux encore. Et donc, les objectifs des études vont être différents en fonction donc, des sujets jeunes, où on va être centré sur la survie globale et sans progression, en analysant bien évidemment les toxicités et les réponses sur le volume tumoral et donc les espoirs de rémission. Pour les patients âgés, on va adapter à des co-critères combinés, gain sur les symptômes ou la survie, mais il ne faut pas qu'il y ait d'altération de la qualité de vie ni des capacités fonctionnelles comme la cognition, la nutrition ou les actes de la vie courante. Donc, comme on est très centré sur la qualité de vie, on va proposer dans les études qui concernent les seniors des questionnaires de qualité de vie et qui sont des auto-questionnaires, c'est-à-dire que c'est le sujet lui-même qui va remplir son questionnaire. Donc, on en a plusieurs types. On a le QLQ C30, là où c'est 30 questions sur la santé générale, les symptômes pour tout adulte ayant un cancer. Et puis, on en a un autre plus rapide, le LD14, donc là où c'est restreint sur 14 questions, avec un ressenti au niveau physique, par exemple, est-ce que vous avez l'impression de ne pas bien tenir sur vos jambes, mais aussi des questions sur le ressenti psychologique. Avez-vous douté de l'avenir? Avez-vous peur de la mort? Et des choses comme ça. Et à côté de ces auto-questionnaires
qui sont subjectifs, on a des études pour évaluer le côté plus objectif, à savoir ce qu'on appelle la qualité de vie, donc évaluée sur les jours d'indépendance. Alors, ce tableau peut paraître un peu complexe, mais ce qu'on va étudier, c'est le nombre de jours de survie, mais aussi donc la qualité de vie objective, à savoir, est-ce que la personne, si on a un gain de survie, est-ce que ça se fait sur des jours où la personne va être alitée ou elle va être limitée. Ainsi, si on regarde le tableau de gauche, où on a un nouveau traitement qui, chez le sujet jeune ou chez le sujet âgé fragile, va permettre un gain de survie de 40 jours, puisqu'on passe de 160 jours de survie à 200. Par contre, on se rend compte qu'au niveau des jours d'indépendance, le sujet plus jeune va avoir gagné 20 jours où il va être bien, alors que le sujet âgé et fragile, lui, il va avoir diminué son nombre de jours d'indépendance qui vont être passés de 80 à 40 jours. Donc, c'est-à-dire que le gain de la survie, il se fait au détriment d'une survie qui n'est pas confortable. Voilà. Alors que si on prend le tableau de droite, avec un nouveau traitement d'un cancer, on se rend compte qu'il n'y a pas de gain de la survie, puisque les deux traitements donnent 200 jours de survie. Par contre, eh bien, la personne âgée va gagner 30 jours de vie plus confortable. Et donc, on peut dire que c'est une amélioration donc, de la qualité de vie. Effectivement, alors on a parlé, Nicole Franqui, elle a parlé de fragilité, de qualité de vie. Et bon, c'est vrai que ce sont des termes qu'on utilise, nous, au niveau médical. Bon, après, c'est vrai que c'est important de savoir d'avoir un vocabulaire commun, savoir de quoi on parle. Et quand on parle de personnes âgées fragiles, alors parmi les personnes dans les seniors, en fait, il y a des personnes qui sont tout à fait robustes, on le comprend bien, comme un adulte plus jeune, mais il y a des personnes qui sont identifiées comme fragiles. Alors, en cancérologie, on essaye de trouver les meilleurs indicateurs de la fragilité, mais c'est vrai que c'est un sujet en lui-même de recherche, de savoir qu'est-ce que la fragilité chez les personnes âgées et de savoir chez quelles personnes il va falloir adapter les traitements ou prévoir des protocoles spécifiques. Donc, en fait, il y a plusieurs possibilités d'identifier la fragilité. Donc, il y a un groupe de recherche américain, le CARG, qui a identifié, en fait, dans une grande population de seniors, en fait, des critères de fragilité. Donc, ils avaient à droite la liste des critères, en fait. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'en fonction des différents paramètres, ça induit des points particuliers et ces points s'additionnent pour donner un score total. Et on voit sur le diagramme à gauche qu'en fait, effectivement, plus on a de points, plus on accumule en fait des points de fragilité, plus on a de risque d'avoir des toxicités de grade 3 à 5, qui sont des toxicités graves en fait de chimiothérapie. Et donc, tous ces critères à droite, en fait, effectivement, en fonction… Alors, des fois, c'est oui, non, mais des fois, c'est aussi des degrés différents de sévérité, en fait, pour chaque critère. Et on a constaté qu'effectivement, des éléments comme le déficit auditif, le fait d'avoir chuté, la capacité à prendre ses médicaments seul ou pas, la capacité de pouvoir marcher à l'extérieur, sont des éléments qui rentrent en ligne de compte et qui sont associés à des toxicités plus fréquentes. Alors, est-ce que… Ah, ça passe pas, la diapo. Si, ça passe, voilà. Alors, en France, parce que bon, on parlait des États-Unis, mais en France, l'Institut national du cancer recommande l'utilisation du questionnaire Oncodage, que les oncologues et chirurgiens sont censés utiliser au quotidien dès qu'ils prennent en charge un patient âgé. Et c'est un questionnaire qui avait été validé dans une grande cohorte dans de nombreux centres français.
ce questionnaire, en fait, quand il est inférieur à 14 ou égal à 14, est associé à la présence de fragilité liée à l'âge. Vous pouvez voir sur le type de questions, c'est plutôt des questions d'ordre nutritionnel, en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'une malnutrition ou un déficit nutritionnel est associé aussi à davantage de toxicité dans le cadre des traitements oncologiques. Donc ça, c'est effectivement plutôt un questionnaire qui est censé normalement être utilisé de façon systématique, mais malgré nos efforts de formation, de diffusion, ce n'est pas encore le cas. C'est à peu près, les oncologues pensent à l'utiliser peut-être qu'une fois sur 4 encore, mais ce n'est pas encore vraiment rentré de façon systématique dans les mœurs, mais c'est toujours difficile de changer les pratiques des médecins. Donc, toujours pour essayer de recueillir les fragilités, il y a eu un consensus, donc c'est assez récent, un consensus sur ce qu'on devait recueillir comme paramètres justement avec l'âge, en fait. Qu'est-ce qu'il est important de recueillir? Donc c'est ce qu'on appelle le G-code maintenant, hein. C'est est-ce que le patient vit seul? Alors c'est vrai que c'est souvent avec l'âge, il y a un risque de veuvage plus important. On n'a pas toujours d'enfants ou de proches aidants. La capacité de réaliser seul toutes les activités quotidiennes, la vitesse de marche, donc l'état nutritionnel, la mémoire, l'humeur aussi, hein, parce que c'est vrai que la motivation, l'humeur, ce sont des choses parfois liées, mais c'est vrai que c'est important et c'est important de s'en enquérir avant de commencer un traitement oncologique. Et puis toutes les autres maladies qui peuvent être associées, Nicole en a parlé de l'insuffisance rénale, mais ça peut être des problèmes cardiaques ou autres qui peuvent être présents. Donc ça fait partie d'une liste de paramètres qui sont recommandés, normalement, qui devraient être recueillis pour toutes les futures études qui incluent les personnes de plus de 65, 70 ans. Enfin, c'est toujours un peu compliqué de définir la limite. Alors, ça marche. Alors, Nicole vous en a parlé brièvement au début de son intervention. Il y a des efforts nationaux pour essayer d'adapter justement tous les protocoles de recherche en cancérologie chez les personnes âgées. Donc, la Ligue contre le cancer a développé une plateforme d'aide à la recherche clinique pour les personnes âgées qui s'appelle la plateforme PACAN. L'ARC aussi, l'année dernière, a lancé effectivement, au travers d'un colloque, des appels, propose de financer des protocoles de recherche dédiés aux problématiques du vieillissement et du cancer. Voilà, donc elle a parlé aussi, elle a cité rapidement aussi le groupe Géricault, qui est un groupe de recherche des oncologues des centres de lutte contre le cancer, ça s'appelle Unicancer, le groupe de tous les centres dont Baclès fait partie, tous les centres de lutte contre le cancer. Donc il y a au niveau national un regroupement entre les oncologues chercheurs des centres Unicancer et des chercheurs de la Société francophone d'oncogériatrie. Donc, ils travaillent ensemble au travers d'un intergroupe qu'on appelle Dialogue, qui est une association de chercheurs pour essayer d'identifier, de réfléchir aux thématiques importantes à développer dans la recherche chez les personnes âgées. Et donc, il y a aussi un site internet de la Société francophone d'oncogériatrie qui recense aussi toutes les études dédiées vraiment aux particularités, à la prise en compte des fragilités potentielles des personnes âgées. Alors, un exemple d'étude nationale qui intègre ce qu'on appelle l'oncogériatrie, c'est la prise en compte potentielle des fragilités chez les patients âgés avec cancer. Un exemple d'étude nationale, c'est l'étude PREPARE, qui est une étude de phase 3, randomisée. Et là, on ne randomise pas un médicament, puisqu'en fait, le patient va recevoir de toute façon le traitement standard, mais dans la randomisation, en fonction du score encodage en dessous de 14 ou au-dessus de 14, donc quand il est à 14 ou moins, il est potentiellement fragile. Et dans ces cas-là, on va comparer l'efficacité d'un suivi renforcé, c'est-à-dire d'ajouter un suivi gériatrique à la prise en charge oncologique. Donc, ça va être une prise en charge combinée, oncologique et gériatrique, pour optimiser, détecter rapidement l'influence, les effets secondaires potentiels des patients et essayer d'optimiser la prise en charge pour éviter que la dépendance ne s'installe et donc essayer de préserver au mieux la qualité de vie des patients. Donc, c'est une étude qui est toujours en cours
au niveau national. Elle est ouverte au CHU de Caen dans certaines localisations. Donc, il y a d'autres exemples d'études dédiées pour les seniors atteints de cancer, des études de phase 4, donc comme l'a expliqué Pauline, après la commercialisation de l'immunothérapie, eh bien, on va étudier la tolérance et la qualité de vie, la sécurité, donc dans une population plus spécifiquement âgée pour mieux cerner en fait les effets dans ce sous-groupe de population qui n'était pas forcément très bien représenté dans les études avant commercialisation de ces traitements. Et après, il y a des études qui sont pas forcément ciblées larges, mais qui sont plutôt ciblées sur quel type de cancer le patient a. Donc, le groupe Géricault dont je vous parlais développe pas mal d'études, principalement dans le cadre du cancer du sein. Donc, actuellement, il y en a une en cours aussi, dédiée aux personnes de plus de 70 ans. Et il y a une autre étude aussi, par exemple, aussi ouverte à Baclès pour les patients atteints d'un cancer de l'œsophage. Donc, je voulais parler de 2 études pour les hémopathies malignes. Je vais commencer par celle sur les lymphomes malins non-Hodgkiniens, donc c'est les maladies, on va dire, cancéreuses des ganglions, où là, je veux dire, depuis longtemps, on s'est intéressé aux patients âgés, et puisque là, on voit notamment une étude qui date d'il y a plus de 10 ans, et qui a permis de valider une attitude et des doses particulières pour des sujets de plus de 80 ans qui avaient un lymphome, et après une évaluation gériatrique sur les activités de la vie courante avec instruments. Et donc, ça montrait que c'était possible de faire une immunochimiothérapie chez les personnes de plus de 80 ans avec des doses adaptées et avec de très bons résultats. Et puis, de façon plus récente, là, ça c'est une étude qui est en cours dans le myélome. Le myélome, c'est une maladie avec une atteinte osseuse, éventuellement une insuffisance rénale, une anémie. Et là, c'est une étude de première ligne. Donc, c'est des patients qui n'ont pas été traités jusqu'à présent et des patients qu'on considère comme fragiles. Alors, Bérangère vous a parlé du score G8 en codage, et là, on fait un peu de la résistance. On n'utilise pas ce score de fragilité, on en utilise un plus simple ou qui ne fait intervenir que l'âge, le score de comorbidité et puis l'état général, et on détermine un score, et dès l'instant où les gens ont plus de 2 comme score, on considère qu'ils sont fragiles, et ce qui veut dire que dès l'instant où les gens ont plus de 80 ans, ils sont considérés comme fragiles et ils peuvent être inclus dans cette étude avec des traitements qui sont un anticorps monoclonal, donc qui n'est pas de la chimiothérapie à proprement parler, donc qui n'a pas les effets toxiques classiques de nausées, de vomissements, des choses comme ça, associés à des médicaments par la bouche, le lénalidomide, comparé au traitement un petit peu de référence actuel, qui est un traitement tout péros, le lénalidomide et la dexaméthasone. Alors, le rationnel, c'est que le daratumumab est efficace en rechute, donc on essaye de le mettre dès le début de la maladie, et puis surtout de diminuer les corticoïdes qui sont quand même toxiques, avec des effets secondaires sur la tension, induction d'un diabète, des tolérances autres qui peuvent permettre, qui à cet âge-là ne sont toujours pas bien tolérés. Et donc l'objectif principal, c'est la survie sans progression, mais là aussi, surtout secondaire, c'est la qualité de vie avec le nombre de jours d'hospitalisation et autres. Voilà.